Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons Linky, ce nouveau compteur d'électricité que EDF a commencé à installer dans nos foyers. Censé permettre une meilleure gestion de notre consommation, Linky semble pourtant poser un certain nombre de problèmes qui ont bien du mal à émerger dans le débat public. Lundi 15 janvier 2018, nous étions au cinéma Concorde à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle où l'association Mousson Citoyenne organisait une soirée débat autour de Linky, justement. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Joe Labatte, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Je dis bonsoir parce que nous sommes aujourd'hui le 15 janvier, pas loin de 21h, au cinéma Concorde à Pont-à-Mousson. Et nous sommes ici parce que le collectif Stop Linky 54 s'apprête à organiser ou à recevoir les participants à une projection débat. Et vous l'aurez compris, concernant bien sûr la question de Linky. Linky, c'est ce compteur soi-disant installé, on le verra avec vous, Joe Labatte, que la question est un peu plus compliquée. En tout cas que Enedis, ex-ERDF, filiale à 100%, on le rappelle, de EDF, est en train, ou tente en tout cas, d'installer à marche forcée chez tous les usagers. Et ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Joe Labatte, selon vous, membre du collectif Stop Linky 54, ce soir, cette soirée est organisée par l'association Mousson Citoyenne, dont vous êtes également membre. Quels sont les problèmes de Linky, que pose Linky? Alors pour résumer, j'ai envie de dire que Linky est inutile, coûteux et dangereux. Voilà, je pense que le ton est donné. Alors évidemment, nous avons monté un collectif en février 2016. Voilà, c'est le courant de la décroissance Nancy qui l'a monté. Donc on a une réunion tous les mois, on a fait quelques manifs, sur la place Tannes. On était le premier samedi de chaque mois avec un petit stand. Revenons au problème de Linky. Donc, le problème que pose Linky, c'est donc, il pose plusieurs problèmes, bien, et de graves problèmes. Le premier, c'est donc la question de la surfacturation des factures, puisque Linky passe de kilowatts-heure, donc kWh, en kilovoltampères, c'est-à-dire kVA. Les factures des gens, maintenant, c'est plus kilowatt, c'est kVA. Donc il faut savoir qu'un kilowatt égale 1,39 kVA. Personne ne le sait, personne ne lit ses factures. Certaines personnes me disent moi je suis mensualisé, je fais pas gaffe, etc. Et donc il y a des procès actuellement en France pour une augmentation de facture de 200%. Lors d'une rencontre donc avec notre banderole Place Tannes au moment du livre sur la place, donc en 2017, en octobre, il me semble, il y a un jeune qui est venu nous voir et qui me disait moi c'est même pas 200%, c'est 300%, puisque je payais 30 € par mois, maintenant je paye 95 € par mois. Alors j'imagine qu'il devait avoir un radiateur électrique, etc. Et c'est en ce sens-là que Enedis récupère, puisque récupère l'investissement qu'il produit en essayant d'installer Linky, c'est-à-dire on va dire en gros 8 milliards d'investissements sur 5 ans. 2021. Si je comprends bien à ce stade, Joe Labatte, Enedis en profiterait, donc EDF derrière tout ça, en profiterait pour surfacturer en fait ses prestations au motif d'une installation de Linky. Voilà, alors ils ont plus c'est un peu le coup de l'euro, quoi. C'est un peu le coup de l'euro, ils changent de repère. Ils changent de repère sur la consommation. Et donc en changeant de repère, ils arrivent à récupérer ce qu'ils peuvent récupérer sur ces 8 milliards d'investissements sur 5 ans. Quand même, il faut quand même le dire, et ça je le dis à chaque conférence, c'est 35 millions de compteurs à changer qui fonctionnent bien. Et je termine ma phrase et je la répète. Pourquoi changer 35 millions de compteurs qui fonctionnent bien?
déjà ça pose une question fondamentale Alors ça, on y reviendra avec vous, de l'obsolescence programmée des compteurs. On y reviendra. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bien, je voudrais rajouter que Enedis investit en gros 8 à 10 milliards d'investissements sur 5 ans pour changer, donc jusqu'en 2021, pour changer 35 millions de compteurs qui fonctionnent bien en France. Donc ce qui pose la question de l'obsolescence programmée de ces compteurs qui ont des vies de 50 à 60 ans, voire 70 ans. Et d'ailleurs, le Linky a une obsolescence de 10, 12, 13 ans. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faudra qu'on les rechange dans une douzaine d'années, etc. Et on va remanipuler les gens, encore une fois. Alors ça, on l'a bien compris, Joe Labatte, que les compteurs actuels fonctionnent bien, qu'il n'y a a priori, mais on y reviendra, pas de raison de les changer. Et on imagine, on anticipe déjà un peu la suite de notre entretien, Joe Labatte, qu'il y a probablement des objectifs cachés de la part d'Enedis. Mais vous évoquez le premier problème, la surfacturation. Quels sont les autres problèmes que pose Linky ? Alors 2 autres problèmes graves aussi. Le deuxième, c'est celui de la santé publique. Santé publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe de précaution, encore une fois, donc on met le peuple en danger. C'est une forme de fascisme, on va dire, sanitaire, puisqu'il est reconnu depuis 2011 par l'OMS et donc par le CIRC, CIRC, qui est le Centre international de recherche du cancer, qui est une succursale de l'OMS, et donc depuis 2011 comme classé cancérigène 2B. Je rappelle que l'OMS, là les gens ne le savent pas trop, et ils l'ont oublié ou ne le savent pas, est acheté depuis 1959 par l'AIEA. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc, pour que l'OMS dise que c'est quand même potentiellement cancérigène depuis 2011, voilà, parce que je caricature un peu, mais pour Tchernobyl, pour l'OMS, je caricature, évidemment, il y a eu entre 3 et 3,5 morts, quoi. Voilà. Joe Labatte. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais je pense que c'est important quand même d'expliquer en quoi Linky a des vertus cancérigènes. Alors, donc merci de le rappeler, et c'est la superposition de 2 fréquences, c'est-à-dire le CPL, le courant porteur en ligne, sur le 50 Hz. En France, nous avons du 50 Hz et il y a une injection de CPL. Et donc, je rappelle que notre cerveau, la fonction neuronale disons, qui est basée sur le Hertz, le Hertz c'est la base de la référence de l'électricité, que nos neurones en situation de plein éveil, c'est-à-dire maintenant par rapport à l'interview, par exemple, on est en gros à 50 Hz. Ça va de 30 à 70 Hz, d'accord ? Nous fonctionnons. Quand nous dormons, nous sommes entre 0,4 jusqu'à 5, voire 7 Hz. Régénérescence de l'organisme vivant. Et le Linky, il démarre à 70 000 Hz. Il va jusqu'à 150 000 Hz. Donc vous voyez que déjà, ça émet de la radiofréquence, ça émet des rayonnements électromagnétiques qui sont condamnés par le professeur Belpom. Le professeur Belpom, qui est un grand cancérologue connu internationalement, et qui a balancé en 2016 que c'était un futur scandale sanitaire au même titre que l'amiante. Et à partir du moment où il a balancé que c'était un futur scandale sanitaire, avec un O majuscule, on lui a demandé de mettre en veilleuse. Et je le sais par le directeur scientifique de l'ARTAC, qui est l'association de recherche contre le cancer, et que j'ai eu au téléphone, dont ses beaux-parents habitent Dieu-Loire, et comme voilà, il m'a demandé ce que je pouvais faire pour ses beaux-parents. Et donc, il a mis en veilleuse, mais il est en train d'écrire un livre sur les effets des rayonnements électromagnétiques sur le corps humain. Voilà, pour compenser. Labatte, quand on lit la documentation d'EDF ou d'Enedis, qu'importe, un argument revient très souvent, c'est que ça n'émet pas plus de rayonnement qu'un grille-pain. Oui. Alors le grille-pain, c'est énorme. On a des normes en France qui sont surévaluées par rapport à l'Allemagne, par exemple. C'est nous qui avons les plus hautes normes. C'est 0,6 volts par mètre, par exemple, les Allemands. La mesure européenne, nous, on a 60 volts par mètre. Donc on est toujours... voilà, les normes en France sont surévaluées et donc, ce qui permet de légitimer Enedis de dire qu'ils sont dans les normes, quoi. Mais ces normes-là... simplement de relever le seuil de la norme et puis ça passe. Voilà. On a le même phénomène avec les nitrates dans l'eau, par exemple. C'est assez connu. Voilà. Donc, dans ce sens-là, c'est un problème sanitaire. Alors, ça émet quoi ? Ça émet à 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres, comme ça. Et en même temps, le problème, c'est que ça émet dans tout le réseau électrique de la maison. 24 heures sur 24. Parce que les gens me disent, oui, mais on a aussi la Wi-Fi, on a le portable. Je me dis, oui, mais le portable, vous pouvez l'éteindre. Le Linky, vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est permanent. Donc, vous ramassez en permanence. Et ça passe
pas seulement dans le réseau électrique de la maison, mais ça passe aussi chez les voisins. Même si sur 3 personnes, il y en a un qui n'a pas le Linky, il ramasse autant, quoi. Donc ça veut dire maux de tête, je termine sur les symptômes, maux de tête, sensation de brûlure dans les articulations, acouphènes, c'est incompatible avec les pacemakers. Et j'ai croisé dans la rue un installateur sans lui dire que j'étais du collectif Stop Linky 54, et ça je le savais, mais il m'a dit, donc un installateur qui avait un peu d'éthique, il m'a dit, là je l'ai retiré parce que la pauvre dame, elle avait des appareils auditifs et ça lui faisait des interférences. Et donc on savait que ça fait aussi des interférences avec les appareils auditifs que portent les gens. Donc, on va continuer, Joe Labatte, la liste des problèmes que pose Linky, un autre, j'allais dire, au hasard. Pas au hasard, parce que le hasard est une nécessité. Et donc, le troisième élément, on va dire, de base, c'est Linky renvoie à cette société de liberticide, c'est-à-dire, pour parler plutôt trivialement, c'est un mouchard à domicile. Nos voitures dorment en bas, comme des bébés. Et la seule musique traîne sur la bande FM. Il ne reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche, coupe la lumière et coupe le sang. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous. Débranche tout. Le monde tient à un fil, moi je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup autant d'Adam et Ève. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche. Linky, ce nouveau compteur prétendument intelligent que Enedis, filiale d'EDF, tente d'imposer aujourd'hui aux consommateurs, tous les consommateurs que nous sommes, serait donc un mouchard, d'après vous, Joe Labatte? Pour parler trivialement, oui. Pour le faire un peu plus intellectuellement à la George Orwell, c'est donc une société liberticide, c'est du Big Brother, puisque tout ça rentre dans ce qu'on appelle le Big Data, donc la datacratie et la concentration des données informatiques. Et donc, on sait, mais c'est aussi beubeux que cela, on sait à quelle heure vous voulez matin, à partir de quand vous avez appuyé sur votre lampe, on sait si vous avez un problème de prostate, sans faire d'humour, combien de fois vous levez la nuit, etc. On sait combien il y a de personnes qui peuvent habiter dans la maison en fonction de la consommation. Et entre autres aussi, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils arrivent à repérer les producteurs de cannabis indoor. C'est-à-dire, vous habitez un F3 et vos lampes à sodium fonctionnent la nuit, et voilà, ça tourne. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument très, en tout cas légal, pour s'opposer au Linky. On l'entend bien. Néanmoins, de façon plus sérieuse. Aujourd'hui, je ne suis pas certain
que les gens qui finalement, peut-être en toute naïveté, se disent mais moi j'ai rien à cacher, après tout, qu'est-ce que ça peut faire de savoir que j'appuie sur ma lampe de chevet à 6h ou 7h du matin ou à 11h parce que ça me chante. D'une part, je ne vois pas forcément où est le problème, se disent les gens. Et deuxième problème, ou en tout cas deuxième aspect, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de Linky pour récupérer ces données, puisque nous le faisons tous de façon volontaire et enthousiaste en naviguant sur des moteurs de recherche ou en nous connectant aux réseaux sociaux. Facebook et compagnie. Bien sûr, ça on entend l'argument classique des gens. Ils disent, bon, alors, pour répondre, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le cajot. C'est à domicile, en permanence. Vous rentrez chez vous, vous ressortez, etc. Vous êtes poursuivi, vous êtes suivi et poursuivi. Alors c'est pareil, il y a la carte bancaire, il y a les réseaux sociaux, etc. Bon, ceci étant, Big Brother est en accélération, quoi. Voilà, c'est ça contre lequel, quand on parle de société liberticide, c'est que vous êtes plus libre de vos moments où vous êtes sans arrêt. C'est l'œil de Moscou, quoi, qui s'implante chez vous. Alors évidemment, s'il n'y a rien à cacher, oui. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où, mais c'est le principe, quoi. C'est le principe qu'il n'y a plus d'espace de liberté ou d'autonomie de liberté. C'est dans ce sens-là qu'on parle de société liberticide. Vous êtes contrôlé en permanence, quoi. Quand vous êtes à l'extérieur, la maréchaussée fait du chiffre. D'ailleurs, il y a 50 suicides par an. Voilà, là, on est dans le virtuel et c'est la datacratie. Donc, c'est sur des écrans, dans un QG qui consomme énormément d'énergie parce qu'on ne l'a pas dit. Ça rentre dans la loi de transition énergétique 2015. Donc, je suis un peu méchant, mais je dis couscous royal, quoi. Voilà, notre charmante Ségolène qui. Ça vous assumez vos propos, je la batte. Ouais, voilà. Qui 15 jours avant de savoir qu'elle serait plus ministre, quand le gouvernement est tombé, a quand même fait un courrier en disant que c'était inadmissible, que les conditions par lesquelles on imposait cette transition énergétique par le biais de Linky était inadmissible. Voilà, parce qu'elle savait qu'elle ne serait plus ministre, donc elle s'est un peu lâchée. Mais au tout départ, je l'ai vu sur vidéo, avec le président du directoire Enedis, donc à l'époque ERDF France, qui s'appelle Philippe Montloubou. On peut le voir sur vidéo, moi je l'ai vu, et ils sont là en train de... Voilà, et donc Ségolène dit que un meilleur usage de la consommation, meilleur contrôle de sa consommation, etc. Enfin, les arguments classiques, c'est la modernité, le progrès, le siècle des Lumières. Enfin, elle le dit pas, c'est moi qui le dis, mais bon, c'est l'aboutissement, du siècle. Et par derrière, c'est l'aboutissement du nucléaire, parce qu'on l'a pas dit. Ça justifie d'autant les centrales nucléaires, puisque c'est l'électricité. 80%, enfin l'État, la BC, il a vendu 5%, il est à 75% actionnaire d'Enedis, quoi, l'État. Bon. Et donc, elle s'est lâchée 15 jours avant, parce qu'elle prenait plus de risques, quoi, parce qu'elle savait qu'elle serait plus ministre. Monsieur Labatte, il faut également rappeler un point. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Stop Linky 54. C'est que quel que soit le choix de son fournisseur d'accès, j'allais dire, c'est pour reprendre les questions d'Internet, mais de fournisseur d'électricité, cela ne change rien. Linky s'impose. Cela ne change rien. Que vous soyez propriétaire, locataire, que vous soyez à Enercop ou XY, ça ne change absolument rien. Alors, quel est l'état aujourd'hui de la législation ? Est-ce que, tout un chacun que nous sommes, est-ce qu'on peut aujourd'hui refuser tout simplement l'installation d'un compteur Linky chez soi ? Alors, quand les gens me demandent est-ce que l'on peut refuser, je leur dis vous vous trompez de verbe. C'est pas pouvoir, c'est devoir. Alors évidemment, je leur explique que l'obligation est illégale. Qu'il y a, alors je leur donne un élément, je leur fournis un élément complémentaire, et c'est une vidéo, on peut la voir. Monsieur Philippe Montloubou, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est toujours le président du directoire Enedis France, donc voilà, dans la hiérarchie des castes, c'est le brahman de service, a annoncé donc devant une commission de l'Assemblée nationale le 2 février 2016, il a fait l'apologie du Linky devant cette commission de l'Assemblée nationale. On le voit, voilà, je passe. Mais il a dit deux choses importantes. Alors, 1, que les compteurs Linky ne sont pas obligatoires. 2, qu'ils ne sont pas habilités à forcer la porte des clients. Texto. Ça veut dire que l'état de la législation actuellement en droit français n'autorise pas
contrairement à ce qu'on entend dans la littérature et dans les médias en général, n'autorise pas Enedis, donc filiale d'EDF, à installer contre le gré des consommateurs un compteur Linky. C'est ce que vous nous expliquez, Joe Labat. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du mensonge d'État. C'est de la Alors, désinformation citoyenne par mensonge d'État. Parce On qu'on a vu. vous le vend, je m'excuse, on vous le vend en disant c'est obligatoire mais c'est gratuit. Et évidemment, les gens, à partir du moment où c'est obligatoire, avec du harcèlement téléphonique, parce que c'est du premier degré. 10 coups de téléphone en 2 jours. Les gens me le disent, j'ai 10 coups de téléphone en 2 jours. Il y a des gens qui flanchent parce qu'ils veulent... J'ai un copain du côté de Kinépolis, ils étaient 2 à résister encore dans leur quartier, une dame et lui. Et donc c'est un copain à qui je lui ai dit voilà comment ça va se passer. Et je l'ai vu après, il m'a dit mais ça s'est passé exactement comme ce que tu m'avais dit. Et à la fin, ils ont dit bon, comme si c'est comme ça, on va ouvrir un dossier de contentieux sur votre personne. La dame a baissé la garde et lui n'a pas baissé la garde. Et depuis qu'il n'a pas baissé la garde, c'est silence radio. Et voilà, c'est de la manipulation citoyenne. Joe Labat, on entend bien vos arguments que l'on peut comprendre sur, ou plutôt contre Linky. Quel serait, selon vous, vous avez parlé tout à l'heure d'un investissement de 8 milliards par EDF, Enedis, quels seraient d'après vous les objectifs cachés d'Enedis pour tenter ou d'imposer Linky, le compteur Linky? Bien, très rapidement, ils investissent sur l'hypothèse de la chute des énergies fossiles et donc de la baisse de la production des énergies fossiles et donc de la justification du nucléaire et donc du lobby du nucléaire. Ce qui veut dire qu'ils anticipent sur le marché automobile, pétrolier entre autres, et donc sur le marché qui va s'ouvrir, qui est le marché des voitures électriques. Alors, il faut savoir qu'ils disent jamais nucléaire, ils disent voiture électrique. On le traduit en voiture nucléaire. Alors, puisqu'on a rencontré la direction de Enedis avant de monter ce collectif, ce directeur nous disait que le chargement d'une voiture nucléaire en 1 heure donc, correspondait à l'équivalent de la consommation énergétique d'un quartier. Et en 10 heures, l'équivalent de la consommation énergétique d'un immeuble. Donc ce qui nous fait dire dans l'anticipation, comme il y a l'énergie des riches, enfin la médecine des riches et la médecine des pauvres, il y aura l'énergie des riches et l'énergie des pauvres. Ceux qui seront en capacité de se payer une charge électrique, on va dire, rapide pour leur voiture, et puis ceux qui devront attendre peut-être des jours pour pouvoir continuer à rouler. Ça, c'est donc une forme qui pose un problème d'accès, si je vous comprends bien, Joe Labat, d'accès démocratique à l'énergie. Et puis, en préparant cet entretien, Joe Labat, vous m'avez parlé également de cybercriminalité, en 2 mots. Alors, comme le Linky est un petit ordinateur à domicile, forcément, tout ce qui est informatique n'est pas contrôlable. Et donc, la cybercriminalité, elle fait sens puisque moi, admettons que je sois un cyber-hacker, je peux vous dire qu'à telle adresse, on peut aller visiter la maison, on ne craint rien, puisqu'il n'y a pas de chauffage depuis 3 semaines, 1 mois, etc. Et en délirant un peu, comme je disais, et puis je prends 20%. Quoi. Donc, à partir du moment où c'est réseau informatique, évidemment, c'est incontrôlable. Et donc, ça, ils n'en parlent pas, ils n'osent pas en parler parce que quand on leur en parle, ils disent « non, mais il n'y a pas de problème, on est sous contrôle. » On contrôle, quoi, puisque c'est pour assurer la citoyenneté. Mais on sait très bien que tout ce qui est informatique, ça fait rentrer dans la notion de big data et donc aussi dans comment dire... l'information numérique, quoi. C'est-à-dire voilà, enfin tout ce qui est mesurable, formel et donc et qui va bien se vendre d'ailleurs, puisque c'est la traçabilité numérique. Voilà, c'est ça le concept que je cherchais, traçabilité numérique. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter, attention. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore, j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Et puis voilà qu'un soir, j'entends des voix, c'est toujours comme ça qu'on tourne mal. Tu disais, allons, n'insiste pas. Mais faut pas me dire 2 fois, car voilà, toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter, attention.
Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Il y a évidemment des tas d'inconvénients rapport à la consommation. Et comme tu marches sous tous les courants, des fois tu fais sauter mes plans, mais tu dis ah non, j'insiste pas. Mes batteries sont à plat, et voilà, toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Nous sommes toujours au cinéma à Concorde, ici à Pont-à-Mousson. Nous sommes le 15 janvier, très précisément. Il est bientôt 21h. Les gens continuent à arriver ici dans ce cinéma, tout simplement pour assister à la projection, suivie ensuite d'un débat du film Take Back Your Power du Canadien Joss Del Sol, une soirée débat organisée par Mousson Citoyenne à propos des différents problèmes que pose ou poserait le compteur Linky qui est en train d'être installé ou qui tente d'être installé par la société Enedis, filiale d'EDF. Joe Labatte, vous êtes un des membres du collectif Stop Linky 54. Qui sont, alors je ne vais pas forcément bien sûr, on vous parle de data et de surveillance et d'État fasciste, mais quelle est l'histoire de ce collectif Stop Très rapidement, moi, je suis parti du courant de la décroissance, voilà, on est quelques-uns à Nancy, on s'est présenté aux législatives voilà, pour le fun. En gros, moi, en décembre 2015, j'étais dans le Var, dans une tribu d'amis, avec une kinésithérapeute qui avait des papiers Linky sur son bureau. J'étais au courant et je me suis dit, c'est la moindre des voilà, c'est sans jeu de mots, et je me suis dit, putain, il faudrait qu'on fasse quelque chose à Nancy. Donc on a lancé ça en février 2016. Voilà, on a un geek de service qui nous a fabriqué. Donc heureusement qu'il est là, c'est notre charmant El Lion qui nous a fabriqué donc ce site. Et c'est qui? C'est moi, c'est nous, peu importe, il n'y a pas de chef. Dans les réunions, c'est un peu moi qui démarre parce que je suis un des... c'est pas narcissique, on s'en fout, mais voilà, parce que je suis un peu de la base, quoi. Et je dis, je démarre, je prends la parole, mais ici, il n'y a pas de chef. Voilà. On fait un tour de table à chaque fois des gens qui sont là. Et donc, c'est moi qui interviens si quelqu'un parle une demi-heure, quoi, pour la distribution de parole. Donc, les gens viennent chercher des informations. Et ça se passe très bien, des retraités, des non-retraités, des gens de tous les âges, et donc il n'y a pas de, je dis, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef, on est un collectif citoyen, et tout le monde peut s'exprimer. Donc il n'y a pas de hiérarchie, on est des décroissants, on est contre ce phénomène de hiérarchie, mais on est pour une co-responsabilité mutualisée, citoyenne, et viennent dans les petites manifs qu'on a fait, ou sur l'autoroute avec notre banderole, au-dessus et donc les voitures passant nous voyant, on n'est pas plus d'une dizaine, quoi. Joe Labatte, si on écoute vos arguments depuis le début de cette émission, qu'on peut entendre. Après, libre à chacun de continuer à y réfléchir, à essayer de trouver des informations pour ou contre reste. Pour autant, comment expliquez-vous que finalement, cette histoire de compteur Linky, même si on en parle un tout petit peu, finalement, compte tenu des enjeux que vous nous évoquez, n'attire pas davantage à la fois le questionnement du citoyen, mais aussi finalement du média, ou des médias? Alors les médias sont manipulés, Bourdieu était déjà là pour le dire, les nouveaux chiens de garde, les médias, il le disait, les médias sont officiellement à la botte du pouvoir. Hein. Je me sens quand même obligé à ce stade, je dois pas de dire que personne ne nous manipule durablement vôtre, mais je vous en prie, continuez. Merci de le rappeler. Et donc les médias, évidemment, ce sont les dominants.
c'est les chiens de garde du gouvernement, de la politique et des lobbies, de la lobbycratie, hein, puisque nous, on est gouverné en profondeur par la lobbycratie et en surface par la politique. Et donc les médias interviennent, ont leur propre rôle à l'intérieur de ce processus. Et donc les médias cachent le jeu de la dangerosité du Linky pour valoriser Enedis, donc le lobby du nucléaire en France. Je rappelle que l'armée a refusé Linky et les hôpitaux aussi. Hein, Ça, c'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin. La santé et les militaires. Ah, bah, évidemment, quoi, c'est pas anodin. Et donc, oui, alors la question était. Pourquoi, compte tenu des enjeux que vous nous évoquez, un désintérêt relatif de la part de nos concitoyens et puis aussi l'absence du traitement de la question par les médias? Il joue sur la pression, la vitesse et la désinformation, pour faire vite. Vitesse, pression, désinformation, c'est-à-dire sous-entendu aussi harcèlement. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens, une fois qu'ils sont harcelés, qui se sentent isolés, seuls, acceptent de prendre rendez-vous, parce que j'ai oublié de le dire, 50% des compteurs sont à domicile. Donc pour rentrer à domicile, sinon ça s'appelle violation de domicile. Donc pour rentrer à domicile, il faut forcément la vie donc motion citoyenne en marche avant. Et donc les gens flanchent parce qu'ils ne savent pas que le collectif existe non plus. On fait pas la une des médias. Les médias ne viennent pas nous chercher parce que c'est un sujet dangereux, c'est un sujet ambigu, de lobbycratique. Et donc les journalistes, ils font des articles un petit peu gentillets parce que sinon ils se font virer, quoi. Il faut parler simplement. Oui. Monsieur Labatte, je suis obligé de vous interrompre parce que je vois que un administrateur de Mousson Citoyenne va lancer la projection débat. Peut-être qu'on en profitera pour poser la question à l'une ou l'autre des participants. Je suis surpris par le nombre de gens qui s'intéressent à la question. Et puis on se retrouvera un peu plus tard. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, c'est donc la fin de cette projection débat organisé par Mousson Citoyenne, un film intitulé Take Back Your Power du Canadien Joss Delsol. Et parmi les invités, vous, madame, vous avez bien voulu accepter répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui vous a amené ici à cette soirée à Pont-à-Mousson sur la question et le débat du compteur Linky? C'est surtout pour avoir de l'information. Pour voir un peu quels sont les points néfastes de la pose des Linky à son domicile, et puis aussi mesurer un peu quelle est l'ampleur de la contestation localement, et puis pouvoir aussi s'y inscrire, puisque je m'interrogeais et je refusais les différents téléphones, appels téléphoniques d'Enedis jusqu'à présent. Et qu'est-ce que vous retenez de cette soirée, du film d'abord et puis du débat ensuite? Le film est un peu rébarbatif, c'est vrai. Déjà, il est sous-titré. En fin de journée, il faut lire tout ça. Et puis, on retient quand même effectivement l'ensemble. Le débat est particulièrement intéressant parce qu'il résume bien le film et la contestation localement et même au niveau national. On a un peu l'ampleur du refus de la population et puis des administrations quand même. Voilà. Est-ce qu'avant d'arriver dans cette soirée ici à Pont-à-Mousson, après avoir vu le film, écouté les avis des uns des autres, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris la mesure des enjeux précisément concernant les compteurs Linky? Ah oui, parce que c'était très clair. Je trouve que on a des personnes qui sont investies et qui ont pu expliquer leur position de manière vraiment synthétique. C'était vraiment très bien, très, très intéressant. Merci. Votre prénom? Dominique. Merci Dominique. Voilà qu'au tout début, ouvrant mes petits yeux, j'ai rencontré le monde, presque par hasard. Je n'étais qu'une enfant, j'avais le cœur curieux. Le monde m'a dit, viens, y a plein de choses à voir. Et j'y ai cru, pardi, j'ai commencé à croire que la terre était belle et le printemps radieux, qu'il suffisait
de sautiller sur les trottoirs pour transformer le monde en grand terrain de jeu. Mais il y a des lois qui blessent les enfants et des ne fait pas si des redescend sur terre. Les grands châteaux de sable ne durent qu'un temps, même au pays du rêve, il y a des frontières et pourtant j'y croyais, je faisais cet effort, oui pourtant j'y croyais, j'y crois sans doute encore. Voilà qu'en grandissant, ouvrant ma petite âme, j'ai rencontré l'amour et j'ai voulu le suivre, que j'étais jeune un jour et voulant être femme. Et l'amour m'a dit, viens, y a plein de choses à vivre. Et j'y ai cru, pardi, j'ai cru que dans ses bras, mon cœur pouvait prétendre à la vie éternelle. Que les je t'aime encore, les ne me quitte pas. Ça n'existait pas que dans les chansons de Brel, mais il y a des lois qui blessent les amants. Les cœurs changent de cap et le bonheur chavire. Les illusions s'échouent sur la plage du temps. Il y a des frontières au pays du désir et pourtant j'y croyais. Avec l'âme et le corps, oui pourtant j'y croyais. J'y crois sans doute encore. Voilà qu'en découvrant les autres, les rebelles, j'ai rencontré l'espoir. En me tenant debout près d'eux que j'étais grande, seule que j'étais frêle. Et les autres m'ont dit, viens marcher avec nous. Et j'y ai cru, pardi, je continuais de croire que l'on pouvait se battre avec des idéaux, que l'union de nos cris pourrait changer l'histoire et que la liberté aurait le dernier mot. Mais il y a des lois qui blessent les élans et dispersent les foules et les indignations. Ils veulent nous faire peur, ces hommes qu'on dit grands, et mettre des frontières au pays de l'action. Et pourtant j'y croyais, à la vie, à la mort, oui pourtant j'y croyais. J'y crois sans doute encore. Voilà qu'en écoutant mes rêves d'évasion, j'ai rencontré mon cœur qui frémissait d'envie, tout prêt à exploser, à sortir de ses gonds. Et mon cœur m'a dit, chante, chante toute ta vie. Et j'y ai cru, pardi, je m'acharnais à croire que le salut viendrait de l'imagination, qu'il fallait inventer toutes sortes d'histoires et repeindre le monde à grands coups de chansons. Il y a bien des lois qui voudraient me faire taire, qui me jugent naïve et pleine d'illusions. Après l'avis d'une participante à ce débat sur le compteur Linky ici à Pont-à-Mousson, celui, tiens, pourquoi pas celui d'un participant. Bonsoir. Bonsoir. Alors même question, qu'avez-vous retenu de ce débat et puis surtout, pourquoi avoir participé à cette projection ici ce soir à Pont-à-Mousson ? Alors ce que j'en ai retenu, c'est que c'est peut-être pas évident, mais on peut s'opposer de manière à faire un courrier pour montrer qu'on s'oppose à l'installation de ce compteur. On n'est pas obligé de s'y opposer, mais on peut, en faisant donc cette lettre, que ce soit pour ceux qui ont installé déjà ce compteur ou pour ceux qui vont se faire installer le compteur. Ensuite, pourquoi je suis venu ici, c'était justement pour voir un petit peu ce dont tout le monde entend parler, ce Linky. Essayer de comprendre un peu le pourquoi on s'oppose à ce compteur ou qu'est-ce qui ferait qu'on le pose. Donc finalement, après ce film, on se rend compte que il provoque des problèmes de santé. Alors, même si le film nous parle d'autres pays, visiblement, il y a quand même des effets sur la santé qui seront également pour nous. Et pour nos enfants, on le voit par la prise de sang, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui agissent, qui ne sont pas anodins. On parle de cancer. Après la santé, on parlait aussi de sécurité sur les incendies, donc j'en retiens que moi ça me fait peur de me dire que je quitte mon domicile et me dire que peut-être je pourrais avoir un incendie. Alors en même temps, puisque nous avons nous aussi assisté à la projection et à ce débat, compliqué encore aujourd'hui de faire un débat citoyen, même avec la meilleure volonté du monde, la prise de parole, s'écouter, rester objectif, ça reste compliqué. Vous êtes un pratiquant régulier de ce genre de débat ? Non, je ne suis pas un pratiquant régulier de ce type de débat, mais effectivement, on sent bien que c'est pas évident de garder son sang-froid, je dirais, par rapport à des sujets qui sont très complexes, pas forcément évidents, et d'arriver à s'entendre les uns et les autres, effectivement, c'est pas forcément évident. On peut rester campé dans ses positions, hein. Mais c'est vrai que les arguments du film, je reviens sur le film, c'est assez tranchant, ça nous donne quand même pas envie de poser ce compteur. Merci en tout cas. Quel est votre prénom ? Frédéric. Merci Frédéric. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Jolabat, votre ressenti à l'issue de cette soirée consacrée à la projection du film sur
les compteurs intelligents, alors là en l'occurrence aux États-Unis, mais voilà, votre ressenti ici à Pont-à-Mousson. Bah, Pont-à-Mousson, c'est exactement quoi j'espérais, c'est-à-dire débats contradictoires, mais essentiellement, majoritairement des gens plutôt contre, qui viennent s'informer et qui n'ont pas envie de se faire manipuler, conditionner par le compteur Linky, donc c'est quand même rassurant. Voilà, et puis je remercie Mousson Citoyenne parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est un sujet chaud, Linky, puisque c'est un sujet qui a à voir avec la politique, avec les lobbies. Donc voilà, c'est... Alors voilà, je discute, on échange, je donne le site du collectif Stop Linky 54. Si les gens veulent des infos, je leur ai donné mon numéro de téléphone, etc. Enfin voilà. Qu'est-ce qui vous porte, Joe Labatte? Qu'est-ce qui vous porte à je suis tombé dedans agir bénévolement pour ce genre de collectif, comme le collectif Stop Linky 54? Bah écoutez, moi j'y peux rien, je suis tombé dedans, j'ai fait ma crise à 20 ans, un peu tardivement. Je suis issu d'une culture bourgeoise, on va dire, avec des valeurs. Et moi ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui était alternatif et donc pas la norme. Donc voilà, j'étais enfant de cœur, avec des petits gants blancs, boy scout aussi, enfin j'ai fait la totale quoi. Mais je suis resté croyant, voilà, malgré 20 ans de bouddhisme. Et donc, le Larzac, je suis propriétaire d'un mètre carré au Larzac, comme à l'époque, voilà, on payait 10 francs et on était propriétaire pour éviter l'extension du camp militaire. Je retourne une fois par an au Larzac, j'ai des amis au Larzac, sans problème. J'étais objecteur de conscience, voilà. Bon, pour aller vite... un parcours normal de militant, quoi, en somme. Voilà, je suis un peu tombé dedans. Là, ouais. Au point, Joe Labatte, d'en avoir fait... on va dire un quasi métier. Alors évidemment, il n'y a pas de métier dans le militantisme. On n'est pas militant professionnel, encore que. Mais vous avez une activité professionnelle en lien avec un peu ce type de réflexion. Ouais, si on veut, quoi. Bon, voilà, moi je suis dans les sciences molles, donc je suis un grand mou, ça se voit. Donc anthropologue, enseignant, voilà. Bon, je me balade dans les instituts, que ce soit universitaire ou autre, voilà, peu importe. Enfin, j'appartiens à personne. Donc c'est ma définition, c'est anthropologue nomade. Donc voilà, j'étais 10 ans dans l'éducation nationale comme prof de lettres anglais. Je m'étais donné 10 ans et j'ai arrêté. Voilà. J'ai eu d'autres jobs, j'ai été dessinateur géomètre, enfin peu importe. Mais donc les sciences humaines, c'est aussi thérapeutique, puisque réfléchir en anthropologie, c'est réfléchir sur soi. C'est réfléchir sur le genre humain, sur les comportements de l'individu, et donc c'est en même temps parler de soi, quoi, puisque l'individu, c'est tout le monde. Et donc parler des autres, c'est aussi parler de soi-même. Donc c'est pour ça que je remercie à chaque fois les étudiants de m'écouter, parce qu'ils m'écoutent en principe, parce que voilà, j'ai aussi des trucs à dire, enfin j'ai bossé, peu importe. Et donc je leur dis, c'est donc du partenariat. Je démarre mes cours en disant, vous savez des choses que je ne sais pas, et vous savez faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà. Je ne suis pas un intellectuel universitaire qui vient balancer la sauce et qui se casse. J'appelle pas ça des cours. D'ailleurs, quand on dit, votre cours était super intéressant, je dis non. Non, moi, ce n'est pas des cours, c'est des séances. Et je laisse toujours la porte ouverte de la salle parce que je dis la culture, il faut que ça circule. Voilà. Et puis, il faut qu'on respire. Et puis, quand il y en a un qui me demande ou une qui me demande est-ce que je peux sortir pour aller me délester, pour aller aux toilettes, je dis mais attendez, ma pauvre, on n'est plus en 6e, on n'est plus... voilà. Je dis attendez, vous êtes des adultes, vous savez pourquoi vous êtes là, quoi. Donc, elle me dit oui, mais tous les profs ne sont pas comme vous, quoi. Je dis oui, mais enfin, alors, quand justement, Joe Labatte, l'anthropologue que vous êtes... que nous dit notre société d'aujourd'hui et les femmes et les hommes qui la vivent et qui l'habitent et qui la font vivre précisément d'elle-même? Alors j'ai 3000 pages. Non, vous avez très exactement 45 secondes. La société est le miroir de l'homme, l'être humain est le miroir de la société, on a la société qu'on mérite, elle n'est pas là par hasard. Ce matin j'ai fait un cours sur l'anthropologie de l'adolescence et donc forcément j'étais obligé de parler de la famille et donc l'adolescent est révélateur d'un système, la famille fait société, voilà. Alors il y a plein d'anthropologues que je pourrais vous citer mais j'ai pas le temps. La société fait système, la famille fait société,
Et donc, c'est une interaction permanente. Alors, aux États-Unis, ils ont eu les interactionnistes dans les années 50. Nous, on a eu le structuralisme avec Lévi-Strauss, Roland Barthes et compagnie. Mais c'est ça, c'est l'interactionnisme permanent. Donc, on a le système qu'on mérite, entre guillemets. Ceci étant, je me dis parfois, putain, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce système-là? Parce que est-ce que je suis un méritant de ce système-là? Parce que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de démocratie, un peu plus d'anthropologie humaine. Et je cite souvent l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre, il n'est pas connoté sociologue ou anthropologue, mais il a dit: si les plus faibles ne sont pas au centre d'une société, c'est que la société fait fausse route. Voilà. Et donc les plus faibles, c'est les handicapés, les sidérins, les migrants, etc., etc. Et donc moi, c'est une sorte de résistance citoyenne. Anthropologue, on s'en fout. C'est humaniste, quoi. Là, moi, j'aime pas me définir, mais enfin, on peut se définir comme humaniste quand même. C'est pas un péché d'État, quoi. Merci, Joe Labatte. Merci d'avoir osé faire une émission sur Linky, puisque c'est pas donné à tout le monde, vu que les médias, c'est l'omerta médiatique là-dessus. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathieu Jacot, vous êtes membre de l'association Mousson Citoyenne, une association ici à Pont-à-Mousson à l'initiative de cette projection débat concernant la pose des compteurs Linky. À l'issue d'une telle soirée, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? J'aurais à la fois un coup de cœur et à la fois un coup de gueule. Le coup de cœur, je vais commencer peut-être par celui-là. Le coup de cœur, ce que j'ai trouvé sympa, c'est d'avoir une diversité de gens. Je suis très sensible en fait à la présence de personnes plutôt âgées en fait, dont j'ai senti qu'elles étaient un peu désemparées par rapport à la question d'une question simple en fait, de l'énergie chez elles. Et du lien éventuellement avec la santé, ça les interpelle beaucoup et on se sent qu'elles sont démunies. Et donc c'est un coup de cœur au sens où j'étais content qu'elles soient là pour venir s'informer, et puis que toute génération confondue, sur des sujets très simples, on est tous concernés. Ouais, ça c'est un peu le coup de cœur, c'est plutôt sympa. Par contre, coup de gueule parce que on voit bien que finalement, en regard du nombre de personnes qui sont concernées, on est quand même relativement peu nombreux, la salle n'était pas pleine, on aurait encore pu accueillir plus de monde. Et puis surtout, coup de gueule parce que manque de transparence globalement sur le sujet, ça a bien été redit par les différents intervenants ce soir, mais c'est un manque de transparence, y compris au niveau national et sur la question de ceux qui posent ces compteurs-là, bien sûr, mais c'est aussi un manque de transparence au niveau local, parce qu'on a quand même des élus, on a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont concernés. Et on ne sait pas, on n'a pas d'informations, on ne sait pas comment ils se positionnent et on laisse faire. Donc il y a moyen de mobiliser tout azimut, à tous les niveaux. Ça peut être les citoyens. On a vu qu'ici, il y avait quelques bons signaux, mais c'était encore trop faible. Les citoyens, collectivement, avec les associations, les gens qui s'intéressent à ces questions-là, associations de consommateurs, associations comme Mousson Citoyenne qui s'intéressent un peu à la vie citoyenne et même politique, et puis des collectivités locales. Voilà, je trouve que là-dessus, finalement, on n'entend pas beaucoup parler, mais ça va peut-être venir, et puis c'est à nous, collectivement, de se prendre en charge et de faire bouger les choses. Précisément, Mathieu Jacot, l'association s'appelle Mousson Citoyenne. On n'a peut-être pas en France la culture du débat, précisément, et on l'a entendu ce soir au moment des débats, on s'inquiète du pouvoir du maire, et en même temps, dans notre culture française, on se dépêche finalement de transférer des pouvoirs et on se déleste des décisions sur le maire, sur le président de la République, comme ça à tous les étages. Vous faites, vous, ici à Pont-à-Mousson, l'expérience de cette éducation à la démocratie ? Alors c'est très compliqué parce que c'est un sujet extrêmement difficile. On parle d'une culture démocratique, culture politique. On a tous cette culture républicaine, centraliste qui existe depuis de nombreuses années, qu'on subit encore, et on imagine que la démocratie, c'est forcément la démocratie représentative avec un pouvoir qu'on délègue. Donc pour sortir de ça, pour être dans des situations qu'on retrouve un peu dans d'autres pays, comme en Suisse, on cite souvent cet exemple-là, avec des prises de décision qui sont plus locales en fonction du niveau d'intérêt de chacun. On n'est pas du tout dans cette culture-là. Alors on essaie de le faire, nous, sur des prises de décision que l'on fait, qu'on prend dans l'association pour expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles prises de décision, mais ça concerne qu'un petit nombre de personnes, et on est loin encore de l'expérimenter à grande échelle, ne serait-ce qu'au niveau d'une commune. Pendant les prochaines élections peut-être. Mathieu Jacot, en même temps, vous êtes, je l'ai dit,
membre de l'association. Tout ça, évidemment, c'est un travail bénévole. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui légitime pour vous-même, à vos propres yeux, votre engagement? Alors moi, je crois que c'est d'abord le lien social, en fait, tout simplement. Moi, je suis originaire de très loin de la région, mais enfin, du secteur, enfin pas de très loin, en fait, de plusieurs générations. Voilà. Mais je suis revenu ici alors que je n'y habitais plus, et donc déjà, on a envie de reprendre contact, mais en même temps, c'est l'essence même de l'humain que de vouloir créer du lien. Et donc, ce que je trouve chouette dans cette association-là, c'est de travailler là-dessus, de créer du lien pour pouvoir agir ensemble. Et ben voilà, ça me fait vivre au quotidien et je pense que ça fait vivre tout le monde. Donc, c'est ça qui me motive. Et alors, votre propre sentiment sur le compteur Linky, pour terminer avec le sujet du jour? Ben, mon propre sentiment, c'est un devoir, je cherche le nom là en développement durable, de précaution, un principe de précaution. Hein. Donc moi je serais un peu là-dessus, c'est de dire que aujourd'hui manifestement il y a quand même des questions qui sont soulevées sur lesquelles on n'a pas des réponses claires de part et d'autre. Hein. Je ne dis pas, donc après il y a des citoyens qui essaient de pointer du doigt des dysfonctionnements. Donc à partir du moment où c'est pas clair et que en plus c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on veut un peu précipiter les choses, et on le voit bien dans les différentes communications qu'on a dans la presse et les prises de position que l'on a. Je dirais méfiance, prenons peut-être le temps du débat, ne nous engageons pas sur un truc où on va encore dépenser des milliards pour se rendre compte, taxe carbone et consorts, hein, vous voyez ce que je veux dire, qu'on fait une bêtise et qu'au final les seuls qui vont gagner dans l'histoire c'est ceux qui ont produit les compteurs. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire principe de précaution. Merci Mathieu Jacot. Merci à vous, au revoir. Pour en savoir plus sur Mousson Citoyenne, rendez-vous sur sa page Facebook. Et concernant les problèmes posés par Linky, je renvoie notamment sur stoplinky-non-merci.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Des branches par Isabelle Gall, alias France Gall bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait le 7 janvier 2018, paru sur l'album éponyme sorti en 1984. Fais-moi de l'électricité par Jodassin, sorti en 45 tours, version promo en 1973 et en version publique l'année suivante. Et enfin Naïve par Alissa Vance, paru sur l'album Rugit le cœur, sorti en 2015. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.